Du matin au soir, la ville grouille. 14 millions d'habitants sur quelques kilomètres carrés. Dakar, la capitale du Bangladesh, est l'une des plus fortes densités de population au monde. Ouassama Dodja est notre guide. Avec lui, nous allons parcourir le pays du nord au sud. Il est accompagné par Alice Poncelet. C'est une chercheuse belge qui étudie les conséquences du changement climatique sur les populations locales. Ouassama travaille pour une organisation humanitaire présente dans tout le pays. Le Bangladesh, que l'on appelle aussi Pogolnoudi, le pays des fleuves fous. Première étape de notre voyage, Chilmari, à l'extrême nord du Bangladesh. Changement d'ambiance. Nous sommes sur le Brahmapoutre, à moins de 20 km de la frontière indienne. Ici, le fleuve change de nom et de nationalité. Il devient le Jamura, un fleuve alimenté par la fonte des neiges de l'Himalaya. Voici notre parcours. Nous sommes partis de Dhaka, vers le nord, vers Chilmari. Et de là, nous allons descendre le fleuve jusqu'à Gaibandha. Nous allons voir les îles qui sont tout autour de cette zone. C'est là où vous avez la majorité des îles nomades, des îles qui bougent. Dans ces îles, la terre est érodée. Et actuellement, l'érosion est de plus en plus violente. C'est à cette période de l'année, quand le niveau de l'eau est bas, que l'érosion est la moins forte. Quand le niveau du fleuve est plus élevé, la terre s'effondre par paquets. D'ailleurs, vous pouvez voir les différentes strates. À cette époque, le fleuve emporte 30 cm de terre par jour. Mais quand le fleuve monte jusqu'à ce niveau, là-haut, c'est plus d'1,50 m qui disparaît chaque jour. Imaginez, 5 jours auparavant, vous habitiez juste là. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. De la poussière. Vous imaginez ce qui passe dans votre tête quand vous vivez au bord d'un aplomb comme celui-ci et votre maison est juste derrière. Ouassama ajoute, ici la nature a déclaré la guerre à la population. Et pour le prouver, il nous emmène sur l'une de ces îles qui pourrait un jour ou l'autre disparaître. On ne rêve pas, ces hommes transportent bien un toit. Une maison qui abritait hier encore une famille de 5 personnes. Ces hommes viennent de l'acheter, 14 500 taka, soit à peine 150 €. Ailleurs, un abri de fortune. Et ici, c'est le bien le plus précieux. La maison avec ses murs en tôle ondulée sera installée sur une île voisine. Nous sommes à Snekshar, l'île aux serpents. Nous avons retrouvé les vendeurs, les anciens propriétaires de la maison. Ils cultivent ce petit lopin de terre. Quand on l'a pris, ce terrain était en friche. On l'a cultivé. Aujourd'hui, on se nourrit grâce à lui. On a quand même beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça qu'on a vendu notre maison. On a dû emprunter et on n'arrive pas à rembourser.
Avec les 150 € de sa maison, la famille Abdoursawat a payé les semences et les engrais. Un sursis. Le couple vit au jour le jour dans l'angoisse d'un nouveau fléau. Les tornades, l'érosion, les cyclones, les tempêtes, ça ne détruit pas seulement les champs, mais nos maisons aussi. L'île de Chilmari tente de s'organiser, tant bien que mal. Ici, ils construisent une digue, un rempart contre la montée des eaux. Tous les paysans participent aux travaux. Mais cette digue sera-t-elle suffisante pour résister au prochain cyclone? La protection paraît dérisoire. Mais ces paysans n'ont pas d'autre choix que d'y croire. Il y a 7 mois, la famille Abdoursawat pensait qu'elle pourrait se réfugier dans un abri du même genre. Sur cette île qu'ils habitaient depuis de si longues années. La dernière fois qu'ils ont pris le bateau, c'était pour s'enfuir. Là-bas, il y avait un bâtiment public qui a été détruit par le cyclone en quelques minutes. Il avait été construit il y a moins d'1 an, il s'est écroulé sous nos yeux. Ce bâtiment de 4 étages, c'était comme l'Arche de Noé, le seul endroit possible où se réfugier. Notre maison était là-bas. Maintenant, elle a disparu. Elle est sous l'eau. On n'a plus rien. Bien sûr que j'ai eu peur. Quand les vagues déferlaient, j'étais avec mes enfants. On était effrayés. Quand l'eau s'est retirée, elle a tout emmené avec elle. Il restait juste 2 maisons debout. 2 maisons. Dans cette région, la menace est omniprésente. Ces eaux, en apparence si calmes, peuvent de nouveau ruiner des vies entières, en quelques minutes seulement. C'est le paradoxe du Bangladesh. L'eau du fleuve peut donner la vie, comme la reprendre. L'eau du Jamura vient de l'Himalaya. Les glaciers de l'Himalaya fondent de plus en plus vite. Alors l'eau arrive ici plus rapidement et en plus grande quantité que d'habitude. L'eau percute alors la terre que vous voyez là et elle détruit la côte, plus encore violemment. Ici, les populations sont livrées à elles-mêmes. Une vie en pointillé. Toutes les îles où nous débarquons se ressemblent. Pas d'eau courante, pas d'électricité ou de système de santé. Dans cette réunion, organisée par Friendship, l'ONG où travaille Wassama, les paysans exposent les problèmes auxquels ils sont le plus souvent confrontés. Un inventaire à l'après-vert où nous retiendrons juste ces questions simples posées par Wassama. Levez la main ceux qui ont déjà tout perdu et qui viennent d'une autre île. Et parmi vous, quels sont ceux qui ont perdu au moins 20 fois leur terre et leur maison? Moi, 19. Moi, 20. Et moi, 25. Moi, une vingtaine de fois. Il y a des fois, ça peut arriver 2 à 3 fois dans la même année. La totalité des gens qui sont ici ne sont pas éduqués. Ce sont des illettrés. Ils ne savent pas pourquoi la nature est parfois si violente.
Pourquoi le climat change tout le temps? Moi, en lisant les journaux et par ma propre observation, je pense que le changement climatique est lié au réchauffement de la planète. Cette région inondée 3 mois sur 12 est la plus pauvre du Bangladesh. Elle abrite plus de 500 000 personnes. Chaque jour, ils sont des centaines, peut-être des milliers, à quitter ces terres inhospitalières. Ils fuient plus au sud, vers Dacca. Dacca, cette ville surpeuplée, un concentré de la misère du monde. Au début des années 90, il y avait 7 millions d'habitants. Aujourd'hui, ils sont plus du double. Dans la capitale, chaque jour, près de 300 personnes meurent de faim. Dans les rues, ils sont de plus en plus nombreux à mendier. De plus en plus à s'entasser dans les bidonvilles. Nous sommes à Farmgate. Autrefois, c'était la sortie de la ville. Désormais, le cœur de Dacca. Ouassama accompagne ici Eric Orsena. Écrivain globe-trotteur, il parcourt le monde au fil de l'eau et de ses enjeux. Après Calcutta en Inde, l'académicien français s'arrête au Bangladesh. De ses observations et de ses rencontres, il écrira un livre enquête. Les gens du nord ou du sud qui fuient leur région viennent généralement à Dacca. Là, je vous emmène dans un endroit juste devant, le long des voies de chemin de fer. C'est l'endroit où ces gens atterrissent. Mais pourquoi choisissent-ils la voie ferrée? C'est l'endroit le moins cher. Ah, le moins cher. Et il y a de la place. Oui, oui. Oui, parce qu'il y a des trains. Des dizaines de milliers de familles qui s'entassent les unes sur les autres. Une cour des miracles. Ah oui, je vois, c'est là-bas. En fait, juste au milieu de la ville, vous avez les immeubles pour les riches et tout autour, les bidonvilles. Est-ce qu'ils essaient de partir loin de cet endroit? Ils essaient? Ils essaient. Mais très souvent, ils en sont incapables. Ils n'ont en fait aucun endroit où aller. Exactement. Alors ça, c'est le train. C'est comme la dernière station. Absolument. Le terminus. C'est ça. C'est une gare, mais on ne peut pas en bouger. La pauvreté est telle qu'ils arrivent péniblement à manger 2 fois par jour. Ils n'arrivent même pas à mettre un centime de côté. L'argent qu'ils gagnent sert juste à acheter de la nourriture. Le Bangladesh pourrait être un terrible exemple, comme un laboratoire vivant de ce qui nous attend. Presque toutes les régions du monde seront affectées par les changements climatiques. On ne connaît pas encore les conséquences, mais au Bangladesh, on peut d'ores et déjà en avoir une idée. Parce qu'ici, les conséquences les plus extrêmes sont déjà visibles. Et on voit un train de marchandises au milieu de ces gens qui n'ont rien. Là, c'est quand même... Et c'est fermé.
la symbolique de ce lieu est quand même très très forte. Ça bouge, tout le reste est immobile. Peux-tu leur demander où ils prennent leur eau, si c'est possible? Car ils ont besoin d'eau. Regarde la couleur de l'eau. Vous avez un point d'eau? Ils ont un point d'eau. Et pour se laver, où vont-ils? Il y a plusieurs points d'eau. Là et par là. La mairie les oblige à payer l'eau. Ils payent 150 taka par mois, ou alors un taka par bidon. L'eau est payante, mais pour l'électricité, c'est le système D. Ici, la télévision est un luxe. C'est le seul moyen de s'évader, visiblement, ici. C'est le seul moyen parce que on vient pas là évidemment par choix. On vient là parce que on a tout perdu. Soit à cause des cyclones, soit à cause du manque d'eau, si curieux que ce puisse paraître. Le Bangladesh, d'une certaine manière, sans être trop alarmiste, mais quand même, est une sorte de portrait de l'avenir de notre planète si on n'y prend pas garde. Tous les maux qui nous attendent sont réunis là, puissance 10 000. Et on voit tous ces gens qui luttent, qui se battent, qui réussissent à être propres. C'est hallucinant de voir la vaillance de ce peuple. Toutes les 10 minutes, l'Intercity poursuit ses rondes de jour comme de nuit. Pour les populations des bidonvilles, le danger est permanent. Ici, dans ces baraques de fortune, se côtoient des gens du nord, du sud. Des paysans qui viennent trouver un emploi, quel qu'il soit. Toutes les histoires se ressemblent. En voici une parmi tant d'autres. Mohamed Delwar Hussein a 34 ans. Il en paraît 10 de plus. Père de 5 enfants, il est malade. Problème respiratoire. Peut-être la tuberculose. Peut-être parce qu'il n'est jamais allé voir un médecin. Dans le nord du pays, Mohamed possédait un hectare de terre. Il produisait du riz. En moins de 10 minutes, après le passage d'un cyclone, il a tout perdu. Du jour au lendemain, il est parti et s'est installé comme son frère avant lui, le long de ces voies de chemin de fer. Je viens du Nord. Ma maison a été détruite. Je suis arrivé ici il y a 2 semaines. Je vis avec ma femme, ma mère, mon frère, mes enfants. On est pauvres. Tout ce qu'on gagne nous suffit à peine pour manger. On ne peut aller nulle part. Mohamed gagnait mieux sa vie auparavant. Mais avec une santé fragile, il a dû changer de métier. Il travaille aujourd'hui dans cet entrepôt de ciment.
Je gagne 1 taka par sac vendu. Allez, bouge-toi le cul, sors ton rickshaw et vite. Est-ce que vous pouvez faire un autre travail? Non, aucune chance. Je ne peux pas faire de travail physique. Ça, c'est le mieux que je puisse faire. C'est clair, non? Mais est-ce qu'on vous aide? Non, personne ne m'aide. Comment sortir de cette impasse? Une question que le gouvernement refuse pour le moment de résoudre. Il a, semble-t-il, d'autres soucis à régler, comme lutter contre la corruption. Avec le Tchad, le Bangladesh est le pays le plus corrompu au monde. On aimerait bien rentrer chez nous, au nord, mais le fleuve a tout détruit. Dans l'avenir, j'aimerais bien y retourner, voir mes enfants grandir, les marier. C'est très dur de rester là. Quand il fait froid, il n'y a pas de couverture ou d'oreiller. On reste là où on veut bien de nous. Le pays est-il assez grand pour accueillir une population qui ne cesse de croître? 140 millions d'habitants aujourd'hui, dans un pays 5 fois plus petit que les territoires français. Dans les années qui viennent, avec une démographie galopante, les conditions de vie risquent bien de s'aggraver encore. Avec ses 300 cours d'eau, le Bangladesh est l'un des plus grands deltas du monde. Lors de fortes pluies, pendant la mousson, les 2/3 du pays se retrouvent submergés. Le nord, vulnérable. La capitale, surpeuplée. Nous embarquons en direction du golfe du Bengale. Dans le sud, la situation est-elle moins désespérée? Pour se rendre dans ces régions, nous devons emprunter le Buriganga, le Gange en Bengali. C'est l'un des plus grands fleuves au monde. Il faut un jour de navigation, parfois 2. Le bateau date de 1938. Alice Poncelet profite de ce voyage pour poursuivre son enquête. À bord, il y a des dizaines de migrants. Elle les interroge les uns après les autres. We make a lot of questionnaire with migrants. À quoi va servir votre enquête? C'est une enquête qui est financée et commanditée par la communauté européenne et qui cherche, à travers 24 études de cas dans différents pays du monde, à comprendre les différents mouvements migratoires liés au changement climatique et donc ici spécifiquement au Bangladesh. Sur le pont inférieur, plus de 300 personnes s'entassent. Des familles entières ou des maris qui ont la chance de rentrer quelques jours dans leur village. « 90 takas le voyage aller, à peine 1 euro. Depuis Dhaka, nous descendons le fleuve en direction de Mongla. Au nord, les gens qui quittent leur région viennent chercher du travail à Dhaka. Mais ici dans le sud, comme vous le voyez, on est très près de la mer, alors quand les cyclones arrivent, ils frappent ici. La région est également rongée par le sel. Novembre 2007, le pays est une nouvelle fois au bord de l'abîme. Les 2/3 du Bangladesh sont inondés. Le cyclone Cider vient de frapper. Des villages entiers sont dévastés. Des centaines de milliers de personnes sont contraintes de se réfugier plus au nord.
Il y a plus de 3000 morts. Des épidémies comme le choléra se sont propagées. Quelques mois plus tard, les dégâts sont encore visibles. Ici aussi, les habitants vivent toujours dans l'incertitude du lendemain, car leur pays est de plus en plus touché par les cyclones. 5 fois plus que dans les années 70. Pour certains experts, cette augmentation est directement liée au bouleversement climatique. Ici, nous sommes à Sianagar, à côté de la région des Sundarbans. Il y a 450 000 habitants. Les habitants sont-ils touchés par les changements climatiques? Oui, bien sûr, avec ces changements, les gens sont obligés de partir. Ils n'ont plus l'opportunité de cultiver, donc de nourrir leur famille, alors certains partent. Il y a près de 15 ans, Mohan a créé EcoClub, une ONG qui tente de sensibiliser les populations locales au bouleversement climatique. Il multiplie les actions et les kilomètres. Sur la route, nous croisons de nombreux rassemblements de ce genre. Distribution de sacs de riz. Le riz, c'est l'aliment de base au Bangladesh. Depuis le dernier cyclone, son prix a doublé. 160 taka le kilo. Sans cette aide providentielle du royaume saoudien, des milliers d'entre eux seraient morts de faim. Un papier rose, c'est 15 kilos de riz par personne et par mois. Rien de plus. Tous ici attendent leur prochaine récolte de riz. Juste après le passage du dernier cyclone, tous les paysans se sont remis au travail. Comme d'habitude, fatalistes, ils savent qu'à tout moment, leurs efforts peuvent être anéantis. Ici, les menaces sont multiples. Mohan le sait bien. Il a vu sa région se dégrader saison après saison, cyclone après cyclone. Avant, partout dans la région, tout était vert, comme ici. Les fermiers plantaient et vivaient de leur culture. Maintenant, tout a changé. On ne peut plus vraiment cultiver. Avant, les paysans étaient heureux, ils chantaient même. À cause du réchauffement climatique, il y a eu des changements importants. Mohan et son équipe ont développé des outils pédagogiques pour sensibiliser les fermiers au changement climatique. Outils très visuels. Le délégué leur explique les raisons pour lesquelles il n'y a plus autant de saisons au Bangladesh. Il y a quelques années encore, elles étaient plus nombreuses. Avec les périodes de mousson, il y en avait 6. Avant, vous le savez, nous avions 6 saisons. Maintenant, on peut dire qu'il y a 3 saisons bien marquées. Il y a l'été, la saison des pluies et l'hiver. Et il insistera sur les cyclones, les tornades, chaque année plus nombreux et toujours aussi meurtriers. Tous écoutent attentivement. Le dernier cyclone en novembre 2007 est dans toutes les mémoires. Près de 900 familles habitent dans ce village. La majorité d'entre elles ne possèdent pas leurs terres. Kumar Mondal
est un paysan qui dit avoir 47 ou 48 ans. S'il ne connaît pas son âge exact, en revanche, il se souvient de chacune des calamités qui ont frappé son pays. J'en ai vu des tempêtes mortelles. Mais c'est la dernière qui a été la plus violente. Je n'en ai jamais vu d'aussi violente et meurtrière. Et cela s'aggrave. Dans son exposé, le délégué a longuement évoqué un autre fléau qui ronge la région, le sel. L'eau du fleuve est devenue trop salée pour produire du riz comme avant. Pour Mohon, pas de doute, c'est l'une des conséquences du réchauffement climatique. À l'endroit où l'on se trouve, il y a des élevages de crevettes. Ici, là-bas, partout. Partout où vous regardez. Dans cet endroit, on ne voit pas beaucoup de verdure. Il n'y a plus de rizière, comme vous pouvez le constater, car l'eau est très salée. Juste derrière, il y a le golfe du Bengale. L'eau qui arrive ici est très salée à cause de la mer. L'eau que nous trouvons désormais tout autour n'est plus de l'eau douce, mais bien de l'eau de mer. En conséquence, la culture du riz devient impossible et les élevages de crevettes se développent. Ces crevettes, qui font la richesse de quelques-uns, sont toutes exportées vers le Japon ou d'autres pays riches. Loin de se décourager, certains paysans se reconvertissent. Le sel, leur nouvel ennemi, devient une source de profit et une nouvelle activité qui emploie déjà près de 5000 personnes. Nous sommes sur des marais salants. Ici, aujourd'hui, il y a moins de sel que plus au sud du pays. Mais avec l'eau de mer qui s'infiltre, il y en aura de plus en plus. Les nappes phréatiques sont déjà touchées. Lentement mais sûrement, le sel ronge cette terre jusque-là si fertile. L'association Éco-Club poursuit son travail de sensibilisation. Appel à la population. Place du marché, à 13h aujourd'hui. Un spectacle unique. Venez nombreux. Le spectacle s'intitule « Ils veulent partir ». Partir loin d'ici où les conséquences du réchauffement climatique risquent de pousser des milliers de familles vers les bidonvilles de Dhaka. Vous le savez, partout sur la planète, le climat change. Le cycle naturel est brisé, l'eau est plus salée, nous perdons nos cultures. La pièce de théâtre est toujours précédée de chansons qui évoquent les menaces et les dangers du réchauffement de la planète. Flash spécial à la radio. Il y a une tempête. Les habitants sont priés de rester chez eux. Ici, la pièce fait référence aux cyclones tropicaux qui frappent le pays. Et en particulier celui de 1970, qui avait provoqué la mort de plus de 300 000 personnes. Depuis ce drame, la fréquence des cyclones s'est amplifiée. Le dernier en date a été d'une rare violence. Quelques mois après son passage, des quartiers entiers comme celui-ci restent dévastés.
quartier fantôme. Avec son ONG, Ouassama est l'un des premiers sur place. Il constate l'ampleur des dégâts. Je suis arrivé tout de suite après le cyclone. Et dans cette zone, il y avait des tentes partout. Vous pouviez à peine marcher. Il y avait de l'eau, des gens partout. Il y avait des tombes tous les 50 cm. Il n'y avait pas une seule personne dans toute cette zone qui n'avait pas perdu au moins un membre de sa famille. Bonjour, vous vous souvenez de moi? Oui, je vous reconnais. Cet homme a perdu au moins 11 personnes de sa famille. La dernière fois, il m'a dit qu'il était le seul rescapé de toute sa famille. En fait, quelques jours après le cyclone, il a retrouvé 3 de ses enfants. Aujourd'hui, il prépare un repas à la mémoire de ses disparus. Où voulez-vous que j'aille aujourd'hui? J'avais un peu de terrain, j'ai tout perdu. Je n'ai plus rien. J'ai perdu mes proches et je n'ai nulle part où aller. Pourquoi n'êtes-vous pas allé dans un abri anticyclonique? Ils sont trop loin. Le premier est à 2 km, l'autre à 10 km. Comment voulez-vous y aller en pleine tempête? Ce bâtiment que vous voyez ici, c'était une école. Quand le cyclone a frappé, les gens ont cru que dans ce bâtiment, ils pourraient être à l'abri, à l'intérieur. Les vagues ont déferlé, et d'après la population, 60 à 70 personnes ont été tuées. Cette île a été frappée de plein fouet. D'après les estimations, près de 1000 personnes seraient mortes ou portées disparues. Juste de l'autre côté du fleuve, l'île du Milieu. Là aussi, les vents ont atteint des vitesses de plus de 250 km/h. Regardez, avant notre village était très joli. Le cyclone a tout dévasté. Regardez, il a détruit les arbres, il a fait beaucoup de mal. Il a endommagé nos arbres, détruit nos maisons. Partout où nous sommes, il y a Dieu. Ce qui se passe, c'est la volonté d'Allah. Partir? Et pour aller où? Dieu est partout, je n'ai pas d'autre choix que de rester. La mosquée détruite, la prière a lieu désormais dans une salle de classe. Ici, sur les 3000 habitants, il n'y a eu que 4 victimes. Ces villageois ont la chance d'avoir un abri à proximité de leur maison. C'est Friendship, l'ONG où travaille Ouassama, qui organise ces exercices d'alerte. Bien sûr, les moyens sont dérisoires.
Mais les résultats sont là. Dans ce village, il y a eu moins de victimes qu'ailleurs. Chacun se prête volontiers au jeu. Cet exercice est nécessaire. Quand il y a des cyclones, ça arrive à une vitesse fulgurante. Il faut que l'on s'habitue à se réfugier dans l'abri. Nous reprenons le cours du fleuve. Sur la route, les villages s'égrènent comme un chapelet quasi identique. Des villages de pêcheurs, des villages de paysans. Avant d'arriver dans les Sundarbans, la forêt de mangrove classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, Ouassama tient à nous montrer un lieu atypique. Le village que vous voyez là, c'est un village de prostituées. Il est installé là parce que c'est un port. Et il y a des marins. Avant, il y avait des pancartes, des affiches pour informer des dangers des maladies sexuellement transmissibles. Le village était dans un meilleur état, mais après le passage du cyclone, tout a été dévasté. C'est pour cela qu'il est dans un tel état. Ici, il y avait entre 1000 et 1200 filles. Mais il n'y avait plus assez de travail. Alors elles ont dû partir dans d'autres régions. En fait, les clients n'étaient plus aussi nombreux. Le niveau du fleuve de moins en moins élevé, les grands bateaux ne s'aventurent plus jusqu'ici. Un effet des changements climatiques. Personne au Bangladesh ne semble épargné. Après 1 heure de navigation, nous arrivons dans les Sundarbans, au cœur de la mangrove tropicale. Un air de paradis sauvage, avec son écosystème unique au monde. Mohamed Abdul Rob est responsable de la région nord du parc. Spécialiste de la faune locale, il est très inquiet. Chaque jour, il voit la météo et surtout sa forêt se dégrader. Normalement, à cette époque de l'année, il ne devrait pas pleuvoir. À cause du réchauffement climatique, nous avons ce climat instable. Pluie, orage, beau temps alternent, sans aucune logique. Pluie diluvienne et soudaine comme ici, ou coup de chaleur en été, les changements climatiques ont d'ores et déjà affecté les Sundarbans. Pour Mohamed, la faune et la flore sont directement menacées. Voici pour lui l'une des premières victimes. Ce tigre est mort à la suite d'un coup de chaleur. À ce moment-là, la température est montée à 38 degrés. C'est pour cela qu'il est mort. C'est un effet direct du réchauffement climatique. C'est très triste pour les Sundarbans. C'est le crâne du tigre. Maintenant, nous récupérons ces os pour faire des recherches. Quand nos recherches seront terminées, on va reconstituer le squelette pour l'exposer. Du nord au sud, le même constat, accablant. Face à une situation aussi désespérée, on s'interroge. Comment une population qui souffre tant peut-elle encore sourire? Sourire à la vie. Un sourire que nous avons vu sur le visage des enfants, comme des adultes. Que peut-on faire?
Que fait la communauté internationale? Que fait le gouvernement du Bangladesh? A-t-il pris des initiatives pour limiter l'ampleur des dégâts? Notre gouvernement a commencé à se préoccuper des conséquences du réchauffement climatique que trop tardivement. Il n'a pas pris l'initiative, il n'est pas très actif. Il y a des promesses et beaucoup de blabla. Ce sont surtout des petites ONG comme la nôtre qui agissent et qui aident les paysans au jour le jour. Retour à Dhaka. Selon Wassama, pour lutter contre la pollution et les émissions de gaz à effet de serre, le gouvernement a pris quelques dispositions à la hauteur de ses moyens. Avec les rickshaws vélos, il a généralisé l'utilisation de CNG, des véhicules ou des bus qui fonctionnent au gaz naturel compressé. Comme vous le voyez, il y a énormément de rickshaws au Bangladesh. Comme ils ne vont pas vite, ils créent des embouteillages, mais c'est le moyen de transport le plus écologique que nous connaissons. L'utilisation de gaz naturel compressé est quelque chose de nouveau. Et c'est bon parce qu'il émet très peu de carbone dans l'air. C'est notre manière à nous de lutter contre la pollution qui provoque, comme vous le savez, le réchauffement climatique. C'est dans la capitale que sont concentrés tous les services de l'État. Le dernier en date, le ministère de l'Alimentation et de la Gestion des catastrophes. Il a été créé fin 2006. Un long couloir avec des bureaux le plus souvent déserts. Et au bout, celui du secrétaire général du ministère. Il paraît sans illusion. Actuellement, nous travaillons sur la réduction des risques. Les maisons sont surélevées. On les construit pour qu'elles résistent aux tremblements de terre. En fait, nous pouvons nous préparer pour réduire les risques. Mais nous ne pouvons pas empêcher les catastrophes. On peut tout juste nous adapter et adapter nos populations à les surmonter. Et il rejette la responsabilité sur les pays riches. Presque 90% des émissions de carbone viennent des pays développés. Et nous en sommes les premières victimes. Notre pays n'est pas assez élevé, il n'y a pas de montagne, il est juste au niveau de la mer. On est comme les Maldives, nous souffrons de cette pollution. Au Bangladesh, malgré une situation dramatique, il y a peu de spécialistes des questions climatiques. Atiq Rahman est l'un des rares experts du pays, l'un des plus sollicités. Pour lui aussi, le Bangladesh est l'une des victimes des pays industrialisés. Pour lui, pas de doute, le pollueur doit être le payeur. Il y a une obligation très claire envers les gens qui vivent ici. Dans les années qui viennent, le déplacement des populations sera lié au réchauffement climatique. Alors, deux solutions possibles. Les pays riches payent pour ces gens-là, ou comme je le dis, ces pays qui polluent l'atmosphère devront accueillir ces réfugiés. La France devrait accueillir 10 villages détruits à cause de ces fortes émissions de carbone. Les Suisses aussi. Et les États-Unis devraient accepter 3000 réfugiés sur leur territoire. Ici, nous avons un scénario que l'on appelle le scénario des anges.
Si tous les habitants du pays deviennent des anges demain, qu'ils arrêtent de construire, qu'ils ne produisent plus rien, de combien cela réduirait-il les émissions de carbone? Quel serait l'impact sur le réchauffement climatique? Eh bien rien. Ça ne changerait rien. Le Bangladesh pollue moins qu'une ville comme New York. Dès son retour à Bruxelles, Alice Poncelet rendra son rapport à la Commission européenne. Avant de quitter le pays, comme nous, elle ne peut s'empêcher de penser à cette réflexion d'Eric Orsena. L'écrivain français nous disait « Et si le Bangladesh n'était qu'une préfiguration de ce qui attend la planète dans moins d'un siècle ?» Si les pays riches ne font rien pour limiter leurs émissions de carbone, le Bangladesh paierait le plus lourd tribut au réchauffement climatique. Les 2/3 de son territoire seraient submergés par les eaux. Que faire alors de ces dizaines de millions de Bangladeshis contraints de trouver refuge ailleurs? L'Europe ou les États-Unis seront-ils prêts à les accueillir?